Bonjour mes chers étudiants. Donc la vidéo est destinée pour les étudiants de première année, section A, module de linguistique. Donc qu'est-ce que la linguistique? Donc la linguistique est une science qui s'intéresse au langage humain. La linguistique est une science qui étudie le langage humain. Alors, pourquoi j'ai ajouté le mot humain? Parce qu'il y a plusieurs types de langage. Il y a par exemple le langage des animaux, il y a le langage des plantes, mais la linguistique s'intéresse au langage humain. Bien, la linguistique est née en 1916, donc un petit peu c'est une discipline récente, avec les travaux de Ferdinand de Saussure, avec la publication de CLG, cours de linguistique générale, de Ferdinand de Saussure. Bien, avant la linguistique, qu'est-ce qu'il y a? Donc, qu'est-ce qu'il y avait avant la linguistique? Avant la linguistique, il y avait la grammaire. Alors, il y avait la grammaire. Mais la grammaire, elle a une approche tout à fait différente par rapport à la linguistique. La grammaire, elle dégage un petit peu la règle des langues, voilà. Elle essaye de les imposer aux locuteurs. Donc, un petit peu, elle sanctionne. Si vous dérogez aux règles de la grammaire, vous êtes sanctionné. Alors, on dit que la grammaire a un caractère prescriptif et normatif. Elle s'intéresse seulement à l'écrit. Bon, avec l'avènement de la linguistique, il y a des changements. La linguistique, c'est une méthode scientifique. Elle décrit le langage humain, donc il n'est pas normatif, il n'est pas prescriptif. Voilà. Il s'intéresse à l'écrit, mais aussi à l'oral. Donc autrefois, l'oral était négligé par la grammaire. Lorsque la linguistique commence à s'intéresser à l'oral, certaines disciplines ont vu le jour, comme la phonétique, la phonologie et l'analyse conversationnelle. Bien, donc j'ai dit que la linguistique a vu le jour avec la publication de CLG, cours de linguistique générale de Ferdinand de Saussure. Bien, maintenant on va voir quel est l'apport majeur de Ferdinand de Saussure. D'accord? Donc l'apport général de Ferdinand de Saussure, c'est les trois dichotomies. Je répète, l'apport général de Ferdinand de Saussure, c'est les trois dichotomies. C'est quoi une dichotomie? Une dichotomie, un petit peu, c'est la division de deux éléments. C'est l'opposition entre deux éléments. On va voir les deux dichotomies. Donc la première dichotomie, signifiant, signifié. Signifiant, signifié. Donc pour Saussure, le signe linguistique se compose d'un signifiant et d'un signifié. C'est quoi le signifiant? Le signifiant, c'est l'image graphique et acoustique d'un mot. C'est l'image graphique et acoustique d'un mot. Le signifié, c'est le contenu sémantique d'un mot. Alors, la première dichotomie. La deuxième dichotomie, c'est langue-parole. Langue-parole. C'est quoi la langue? La langue, c'est l'ensemble des mots, des langues qui sont partagés par une communauté et qui sont hors contexte. C'est ça la langue. Un petit peu comme les mots de la langue française qui sont dans le dictionnaire et sont hors contexte. Dès qu'une personne prend ces mots-là et les commence à les utiliser dans un contexte bien précis, il produit la parole. Donc la parole, c'est un acte d'actualisation de la langue par un individu dans un contexte bien déterminé. Deux autres ajouts importants de Saussure, nous avons diachronie, synchronie. C'est quoi la diachronie? Diachronie, c'est l'étude d'un phénomène linguistique à travers l'histoire. Par exemple, en français, on peut étudier comment se conjuguent les verbes à travers l'histoire. 13e, 14e, 15e, 16e, 17e, 18e, 19e siècle. Ou bien on peut étudier comment se conjuguent les verbes à un certain moment précis de l'histoire. Là, on parle d'une étude diachronique. Donc voilà un petit peu l'apport majeur de Saussure. Donc pour Saussure, la langue est un système de signes. Je répète, le signe linguistique, il est composé de deux éléments. Un signifiant, c'est l'image acoustique et graphique
Voilà. Et le signifie, c'est le contenu sémantique des signes. Bon. Pour Saussure, la langue est un système. C'est quoi un système? Voilà. Donc, un système. Donc, avant l'avènement de Saussure, la langue est vue comme une nomenclature. Qu'est-ce qu'une nomenclature? Une nomenclature sera là, dans une nomenclature, la langue est vue comme un ensemble de mots organisés selon un ordre alphabétique. Et entre ces mots-là, il n'y a aucun lien. Il n'y a aucune relation. Saussure a apporté une nouvelle notion, à savoir le système. C'est quoi un système? Un système, c'est un ensemble des éléments qui ont un lien d'interdépendance. C'est-à-dire, si on touche un élément, si on supprime un élément, cet élément-là va avoir des répercussions sur les autres éléments. Par exemple, si on va à la langue française, on va supprimer les verbes dans la langue française. On dit à une personne d'aller de rédiger une lettre. Dès qu'elle commence la diction, il va trouver un problème. Il n'y a pas de verbe. Donc la suppression des verbes a des répercussions sur les autres éléments. On dit que le verbe fait partie des systèmes. Donc voilà la notion de système chez Saussure. Donc système, alors il vient un système, c'est un ensemble d'éléments qui entretiennent une relation d'interdépendance. Bien. Après le cours sur le signe linguistique, le CLG de Saussure, nous avons fait la communication. Donc, qu'est-ce qu'une communication? Une communication est un échange verbal et non verbal entre deux ou bien plusieurs personnes. Une communication est un échange verbal ou non verbal entre deux ou bien plusieurs personnes. Donc, c'est quoi un échange verbal? Un échange verbal, lorsque deux personnes utilisent la langue. N'importe quelle langue. Le kabyle, le français, l'italien, l'irlandais, l'hébreu. Voilà, oralement ou bien par écrit. Donc, échange oral, ou bien échange verbal ou non verbal. Non verbal, la communication peut se manifester sous forme de gestes, de mimiques, tenues vestimentaires, etc. Donc, la bonne définition, ou bien la définition exemplaire à la communication, c'est un échange verbal et non verbal entre deux ou plusieurs personnes. Bien, si quelqu'un vous dit quelle est la différence entre la communication, verbale et la communication non verbale, eh bien, on dit que la différence entre les deux types de communication, c'est la double articulation. Donc, qu'est-ce que la double articulation? La double articulation, c'est une notion mise en place par le linguiste français André Martini, qui s'articule en deux éléments. Phonème, monème. Phonème, monème. C'est quoi un phonème? Phonème, c'est la plus petite unité minimale de langage. Je répète, phonème, c'est la plus petite unité minimale de langage qui a une fonction distinctive. Voilà, nous avons un énoncé. Lorsqu'on divise, on obtient un syntagme. Lorsqu'on divise, on obtient un mot. Lorsqu'on divise, on arrive au niveau des phonèmes. Lorsqu'on arrive au niveau des phonèmes, on ne peut pas segmenter. On dit le phonème, c'est la plus petite unité minimale des langages. Par exemple, P, B sont des faux phonèmes. Bien, lorsqu'on combine des phonèmes, on forme des monèmes. C'est quoi un monème? Monème, c'est la plus petite unité minimale porteur des sens dans une langue. Voilà. Par exemple, le chat est un monème composé de plusieurs faux phonèmes. Donc, le langage humain, il a la double articulation. Il possède cette caractéristique-là, qu'elle a une double articulation. Alors que le langage non humain, comme les gestes, par exemple, les mimiques et les expressions faciales, ne possèdent pas la double articulation. Donc, qu'est-ce qui fait la différence entre la double articulation? Eh bien, qu'est-ce qui fait la différence entre le langage humain et le langage non humain? C'est la double articulation. Bien. Donc, la communication se manifeste selon un schéma très célèbre. C'est un schéma mis en place par le linguiste américain d'origine russe, Roman Jakobson. Ah, c'est un schéma très très célèbre. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ce schéma? Dans le schéma, il y a un émetteur. C'est quoi un émetteur? L'émetteur, c'est la personne qui émet la parole. C'est la personne qui parle. On dit un émetteur. Bon, la personne qui reçoit le message ou bien la personne qui écoute, c'est le récepteur. Bien, donc il y a émetteur, récepteur. Bien, tout ce que dit un émetteur
un récepteur est un message. Le message, il peut se réduire à un seul mot, par exemple bonjour. Le message, il peut se manifester en plusieurs mots. Voilà. Après, nous avons le canal. C'est quoi le canal? Le canal, c'est le moyen de communication utilisé par l'émetteur pour transmettre le message au récepteur. Il peut être un livre, il peut être une lettre, etc. Après, nous avons le code. Le code, c'est quoi le code? C'est la langue. Le code, c'est la langue. Donc, pour qu'il y ait une communication efficace entre un émetteur et un récepteur, les deux interlocuteurs doivent avoir le même code. C'est-à-dire si l'émetteur, l'émetteur de français, et le récepteur, l'émetteur de français, ils peuvent communiquer facilement parce qu'ils ont le même code. Mais, par exemple, si l'émetteur maîtrise le français et le récepteur ne maîtrise pas le français, il ne peut pas avoir de communication parce que les deux personnes n'ont pas le même code. Qu'est-ce qui reste dans le schéma de communication de Jacobson? C'est le référent. Le référent, c'est le thème, c'est le sujet de la discussion. C'est le référent. Nous avons vu le schéma de le schéma de Jacobson, c'est un schéma très célèbre, mais certains linguistiques ont fait des reproches à ce schéma. Parce que ce schéma, il a dit la quine. Parmi les linguistes qui ont reproché à ce schéma Setan Lakin, nous avons la linguiste française Catherine Orecchioni. Donc, il a mis en place un autre schéma plus représentatif de la communication humaine. Parce que la communication humaine est une communication qui est très, très, très compliquée. Donc, qu'est-ce qu'il a ajouté Orecchioni? Il a ajouté le non-verbal. Donc, le schéma de communication de Jacobson, il a négligé le non-verbal. Qu'est-ce qu'il y a dans le non-verbal? Les gestes, la gestuelle. Lorsqu'une personne parle, généralement, il recourt aux gestes, il recourt à la gestuelle. Donc, la gestuelle est une partie prenante de la communication humaine. Voilà, donc là, je rentre à l'ajout majeur de Orecchioni, c'est la gestuelle. En plus de la gestuelle, il a ajouté la composante culturelle et idéologique. Lorsqu'une personne vous parle, cette personne, avec lui, avec son langage, il véhicule une culture, il véhicule une idéologie qu'il faut prendre en considération pour bien comprendre ce qu'il veut dire. Voilà, très bien. Si on lit un écrivain français, on va connaître un petit peu sur l'histoire, la civilisation et la culture française pour arriver à déchiffrer ce qu'il veut dire dans son roman. Qu'est-ce qu'il a ajouté autour à Orecchioni? Nous avons les composants du discours. Lorsqu'on fait un discours, il y a certains composants, et ça, c'était contrainte. Voilà, parce que puisqu'on fait un discours devant une personne, un auditoire composé d'intellectuels, là, on doit écrire dans un langage soutenu, qui le langage soutenu impose certains éléments, comme l'exclusion des langues, des verbes et des mots qui appartiennent au registre familier. Bien, après ça, nous avons vu les fonctions des langages. Donc, qu'est-ce que les fonctions de langage? Donc, d'après le linguiste américain d'origine russe, Roman Jacobson, le langage humain a 6 fonctions. Le langage humain a 6 fonctions. La première fonction, c'est la fonction référentielle. Je répète, la première fonction, c'est la fonction référentielle. Donc, qu'est-ce qu'une fonction référentielle? La fonction référentielle, le langage humain permet aux êtres humains de parler des choses qui existent autour d'eux. Ils peuvent être des objets réels, une moto, une voiture, ou bien des fois des choses abstraites comme Dieu, paradis, Satan. C'est ce qu'on appelle la fonction référentielle. Et généralement, la fonction référentielle, on la trouve généralement dans tous les textes. Chaque fois qu'on a affaire à un texte, on trouve que le texte il parle d'un sujet. Elle a un thème, elle a un référent, donc il y a une fonction référentielle. Deuxième fonction, c'est la fonction poétique. La fonction poétique, c'est une fonction qui se concentre sur le code. La fonction poétique, généralement, se manifeste dans les textes littéraires et textes poétiques, avec l'emploi des rimes, des figures de style, etc. On dit dans ce cas-là qu'il y a une fonction poétique. La troisième fonction, c'est la fonction expressive. La fonction expressive, c'est une fonction qui se concentre sur l'émetteur. L'émetteur utilise des mots, certaines expressions, soit pour exprimer ses idées, ou bien pour exprimer ses sentiments. Comment connaît-on que dans un texte, il y a la fonction expressive?
Eh bien, il y a les pronoms personnels qui reviennent à l'émetteur je et nous. Il y a un vocabulaire émotif, comme par exemple amour, je vous aime. Il y a des verbes d'opinion, comme je pense, penser. Très bien. La quatrième fonction, c'est la fonction conative. C'est quoi une fonction conative? Qu'est-ce qu'une fonction conative? La fonction conative est une fonction, l'homme utilise le langage pour donner des ordres, pour donner des conseils. Voilà, c'est la fonction conative. Généralement, la fonction conative, elle se manifeste dans les textes injonctifs. Les recettes de cuisine, les notices d'emploi, on trouve des phrases impératives, on trouve des ordres ou bien des conseils. C'est un texte injonctif, c'est la fonction conative qui domine. Cinquième fonction, c'est la fonction fatigue. C'est quoi la fonction fatigue? Bon, pour la compréhension, certains mots dans la langue, certains mots sont conçus pour ouvrir, ou bien maintenir, ou bien clore une conversation. Par exemple, le fameux mot allô. Allô, c'est un mot qui est là, qui ne renvoie aucun référent, tout simplement, il indique le début d'une conversation. On dit allô est un fatem, et là c'est la fonction fatigue. La dernière fonction, c'est la fonction métalinguistique. La fonction métalinguistique. Le métalangage, c'est un langage qui parle d'un autre langage. Comment connaît-on qu'il y a un métalangage? Le métalangage, certains connecteurs de reformulation comme c'est-à-dire, autrement dit, indiquent qu'il y a une reformulation dans un texte. C'est-à-dire qu'on utilise des mots pour exprimer autrement d'autres mots. Ce sont les 6 fonctions du langage de Jacobson. Bien, après ça, nous avons vu le registre de langage. Nous avons vu qu'un être humain, ou bien un locuteur, lorsqu'il parle, il modifie le niveau de son langage en fonction des contextes, de le lieu et du niveau intellectuel de son interlocuteur, Une personne ne parle pas de la même manière si c'est dans un café, bien si c'est dans une université. Une personne ne parle pas de la même manière si c'est s'adresse à une personne analphabète, bien si c'est s'adresse à une personne cultivée. Donc un interlocuteur dans sa vie est amené à changer ou bien à modifier le niveau de son langage en fonction des contextes et du niveau intellectuel de son interlocuteur. Bien, en français, il y a 3 registres. Le registre familier, le registre courant et le registre soutenu. Donc, qu'est-ce qu'est un registre familier? Le registre familier est un registre qui se manifeste entre les amis et en famille. Et elle a certaines caractéristiques. Nous avons le non-respect de la grammaire, le non-respect de l'orthographe, les mots généralement sont abrégés. Voilà. Il y a la présence du mot vulgaire. Il y a des mots qui renvoient à un langage populaire, comme bagnole pour une voiture, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le langage familier. Deuxième langage, c'est le langage courant. Le langage courant, généralement, il se manifeste à l'école et dans les médias. Télévision, journal, radio. Bon, là, il se caractérise par un respect de la langue. On respecte la grammaire, l'orthographe, la conjugaison. Mais au niveau de l'emploi des verbes, on utilise des verbes qui sont largement connus par le public. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle le journal est facile à lire. Lorsqu'on est un journal, il est facilement compréhensible, parce qu'on va un journal, un journaliste, lorsqu'il écrit, certes, il respecte la règle de la grammaire, d'orthographe et de conjugaison, mais les mots qu'il emploie sont des mots qui sont largement répandus. Très bien. Dernier registre, c'est le registre soutenu. Le registre soutenu, c'est un registre qui se manifeste dans les textes littéraires, dans les sermons, dans les discours politiques, dans les revues scientifiques. Il se caractérise généralement par l'emploi des phrases complexes. Une phrase complexe, c'est une phrase qui a plusieurs verbes. Par l'emploi des verbes qui appartiennent au troisième groupe. Voilà, comme résoudre, émouvoir, etc. Par l'emploi des mots rares et recherchés, et par l'emploi de certaines conjugaisons très rares, comme l'imparfait du subjonctif ou bien le presque parfait du subjonctif. Donc, pourquoi l'utilité de connaître les registres de la langue? Les 3 registres de la langue. Bon, l'étudiant dans l'université est ramené à écrire ou bien à faire des exposés. Lorsqu'on fait des exposés, l'étudiant est invité à écrire soit dans un registre courant ou bien un registre soutenu, en essayant d'exclure le registre familier. Parce que le registre familier, c'est un registre qui se manifeste
en famille et dans la rue. Bien. L'autre élément que nous avons vu un cours sur l'étymologie. Donc, qu'est-ce que l'étymologie? Donc, l'étymologie est une discipline linguistique qui s'intéresse à l'origine des mots. Donc, chaque mot, il a une origine, il a un ancêtre. Voilà. Par exemple, nous avons vu, par exemple, le mot français, le mot hôtel, ou bien hôpital, ils ont la même origine. Voilà, c'est hospital. Hôtel, hôpital, ils ont la même origine, c'est hospital. On dit hospital, c'est les témoins. Hôtel et hôpital, c'est un doublé, c'est un doublé, c'est un doublé. Voilà. Donc, il est très important de connaître l'étymologie d'un mot. Ça permet de bien le prononcer, de connaître un petit peu une culture sur, de quoi avoir une grande culture sur la langue. Par exemple, en français, le mot zéro et chiffre, ce sont un doublé. Donc, chiffre et zéro doublé qui vient de l'arabe, sefr. Vous voyez. Bien. Après, le dernier élément que nous avons fait la compétence et la performance de Chomsky. Donc, Chomsky, linguiste américain. Nous avons vu chez Saussure, il y a langue parole. Donc, la langue, c'est l'ensemble des mots d'une langue qui appartient à une communauté hors contexte. Dès qu'une personne commence à utiliser ces mots-là dans un contexte bien précis, il porte la parole. Donc, Chomsky, il a inventé une double notion qui a un petit peu la même signification. Compétence performante. Donc, c'est quoi la compétence? La compétence, c'est l'ensemble des règles voilà, implicites qu'a une personne de sa propre langue maternelle. Et ces règles-là, elles permettent de juger un énoncé. Parce que quelqu'un produit un énoncé, peut juger si cet énoncé-là est correct ou bien incorrect. Lorsque cette personne-là commence à matérialiser ou bien à concrétiser cette compétence, et ça se manifeste la performance. Elle se manifeste la performance. Après, nous avons vu les différentes disciplines de la linguistique. Nous avons vu, je répète, l'étymologie, donc l'étude de l'origine des mots. Nous avons la lexicologie, c'est l'étude scientifique des lexiques. Nous avons vu quelle est la différence entre les lexiques et le vocabulaire. Le lexique, c'est tous les mots de la langue. Alors que le vocabulaire, c'est les mots que possède une seule personne. Donc le lexique, c'est tous les mots que possède une langue. On estime que le français possède environ 150 000 mots. Ça, c'est le lexique. Une personne ne peut pas avoir 150 000 mots. Elle peut maîtriser au maximum 30 000 mots. Donc là, on parle de vocabulaire. Donc la lexicologie, c'est l'étude scientifique des lexiques. Après la lexicologie, la lexicographie. La lexicographie, c'est l'étude de la confection dictionnaire. Donc la lexicologie s'intéresse à l'étude des lexiques, alors que la lexicographie, c'est la confection dictionnaire. C'est ce qui montre comment on fabrique des dictionnaires. Bien, nous avons vu une science qui s'appelle la sémantique. La sémantique, c'est l'étude des sens d'un mot. C'est l'étude des sens d'un mot. Très bien. La sémantique, il y a la morphologie. La morphologie, elle s'intéresse à la forme des mots. Comment on forme le pluriel, comment on forme le féminin, etc. C'est ce qu'on appelle la morphologie. Après la morphologie, il y a la syntaxe. La syntaxe, elle s'intéresse à la combinaison des mots dans la chaîne parlée. Alors, dans la chaîne parlée, par exemple, il y a le sujet, il y a le verbe et le complément d'objet. Il vous dit, il y a un participe passé et l'auxiliaire être, donc il faut accorder le participe passé avec l'auxiliaire être. Et ça, un petit peu la syntaxe. Voici un petit peu les différents types de disciplines qui font partie de la linguistique. Merci et bonne journée.